Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une émission spéciale autour de notre coup de cœur de la rentrée littéraire. Il s'agit du dernier roman de Jean-Luc Marcastel, Un monde pour Clara. Cette émission s'annonce gourmande. Au sommaire pour ce JT un peu spécial, Amandine nous présentera Un monde pour Clara, un livre que nous avons adoré et dont l'auteur est Jean-Luc Marcastel. Constance, dans le numéro 27 de la saison 2, nous avait présenté Le Dernier Hiver, un roman du même auteur. Lors du Salon du Livre de Montreuil, nous avons pu interviewer Jean-Luc Marcastel. Nous allons donc vous faire découvrir en exclusivité ce moment. Pour finir, un petit avant-goût d'Un monde pour Clara avec la lecture d'un extrait du roman. Salut Amandine, pour ta première chronique, tu as de lourdes responsabilités. Tu commences fort avec cette émission coup de cœur. Tu as lu Un monde pour Clara. Peux-tu nous en faire un résumé ? Bonjour, je vais vous parler du dernier roman d'anticipation de Jean-Luc Marcastel, Un monde pour Clara, édité par Hachette dans la collection Black Moon. À Paris, deux jeunes adultes, Diane et Léo, se battent pour la même cause, protéger la planète. Ce groupe d'écologistes s'appelle les Enfants de Gaïa. Tous deux se battent pour une cause qui les rapproche. Lui pour la mort de sa mère et elle pour celle de sa sœur jumelle, Clara. Ces deux personnes décédées sont mortes des conséquences d'un accident nucléaire, celui de Gravelines. En effet, une vague de 30 mètres a frappé la centrale nucléaire, ce qui a entraîné son explosion et l'éparpillement de particules nucléaires. Léo, hanté par cette vengeance omniprésente, entraîne la jeune fille avec lui à cette manifestation. Lors de cette dernière, l'attention d'une journaliste de France 2, Élodie Forez, se pose sur les deux jeunes gens. Diane devient le centre de l'attention grâce au soutien de sa sœur Clara, qui vit encore en elle et avec qui elle dialogue. Alors que Diane et Léo vont à l'avant de la manifestation bloquée par les CRS, la jeune femme sent une douleur à la tête. Elle comprend qu'on vient de lui tirer dessus avec une balle anti-émeute. Léo, sous le choc, essaie de sauver son ami. La journaliste et son caméraman ont tout filmé. Après l'incident de la manifestation, Diane se réveille dans une voiture qui file à toute allure, poursuivie par un étrange nuage de fumée. La voiture s'arrête et elle doit continuer la fuite à pied. Une fois sortie de la voiture, elle voit une silhouette familière. C'était Clara. La fumée se rapproche de plus en plus. Diane se met à courir de toutes ses forces tout en disant à Clara de la suivre. Quand elle est enfin arrivée dans l'étrange bâtiment, elle se rend compte que sa sœur ne l'a pas suivie. Elle est restée dehors et a été engloutie par la fumée. Dès qu'elle est rentrée dans le bâtiment, elle ne se souvient plus de rien. Au bout d'un moment, elle se réveille légèrement, droguée à cause d'une trop forte dose de médicaments. Pendant ce moment troublant, allongée dans un lit, deux personnes discutent. Un homme et une femme du nom de Camille. L'homme reproche à la jeune femme d'avoir injecté une trop grande dose à Diane. Les deux inconnus voient qu'elle se réveille et lui donnent une autre dose. Quelque temps plus tard, elle se réveille de nouveau et attend que ses gardes s'éloignent. Après beaucoup d'efforts pour parvenir à une classe, elle découvre un reflet assez étrange. Une femme qui la regarde avec des yeux sombres, à l'expression hallucinée. Elle ne se reconnaît pas. Après ce moment de découverte, elle va jusqu'à la fenêtre à l'autre bout de la chambre. Elle voit un paysage triste, un monde qui semble sans vie. Son attention se trouble alors quand elle voit un énorme insecte recouvert d'une couleur verte. La bête tue plusieurs personnes devant elle. Apeurée et ne pouvant pas bouger par manque de force, elle découvre la véritable identité de cette créature. C'est Léo. Pas la peine de le cacher, on le sait déjà. Tu as adoré ce roman et tu n'es pas la seule. Qu'as-tu apprécié de particulier ? En effet, Guillaume, j'ai vraiment adoré le livre Un monde pour Clara de Jean-Luc Marcastel, qui est un roman d'anticipation. Je tiens à parler brièvement de la couverture qui m'a beaucoup plu et beaucoup intriguée. Pour moi, la couverture joue beaucoup sur l'envie de lire le livre ou non. Cette dernière représente une jeune femme sautant dans les airs. Quand on la voit, on a juste l'impression qu'elle est libre, qu'elle aime la liberté. Ensuite, un relief est fait en dessous de la jeune fille, un relief flou qui m'a fait penser à un monde parallèle. Les couleurs choisies sont des couleurs claires, et essentiellement du vert et du blanc. Pour résumer, le décor de la couverture ressemble au paradis. Pour commencer, comme je l'ai déjà dit, le dernier roman de Jean-Luc Marcastel est un roman d'anticipation. Il nous parle d'une France qui ressemble beaucoup au pays que l'on connaît, mais il y a apporté quelques différences notables. Je ne connaissais pas vraiment ce genre littéraire, mais je peux dire qu'il m'a beaucoup plu. L'auteur a mis en scène un monde totalement écologique, sans pollution et surtout sans problème apparent. Ce mot est évidemment très important. Pour moi, l'auteur n'a pas hésité à écrire un livre sur l'écologie parce que c'est quand même un sujet sensible de nos jours. Ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir qu'il a réussi à en parler en donnant des points de vue autant positifs que négatifs tout au long du livre. L'aspect politique est aussi très présent parce que parmi les personnages de l'histoire, ils sont généralement des hauts placés dans le gouvernement du pays. Ensuite, le personnage de Diane m'a beaucoup étonnée, avec le fait qu'elle ne soit qu'une adolescente ayant perdu sa sœur jumelle dans la catastrophe de Gravelines et qu'elle tente de faire face à la réalité en communiquant avec sa sœur dans ses pensées. Son soutien lui est tout à fait indispensable pour continuer à vivre tant sa mort lui a été douloureuse.
Son caractère est tout à fait remarquable, timide sur la mort de sa sœur dont elle n'aime pas parler, mais tout de même déterminée à se battre pour venger sa mort avec l'aide de son ami Léo. Après, étant une fille, l'histoire d'amour chaotique de Diane et Léo m'a plu et amusée. Du fait qu'aucun des deux ne fait le premier pas en ayant pourtant eu plusieurs fois des opportunités. Dans la suite de l'histoire, après son réveil, on va découvrir une autre Diane changée, qui va se battre pour une autre grande raison aussi importante. Mais je ne veux pas vous en dire trop et vous laisser le suspense. Pour conclure, je dirais que c'est un roman d'anticipation avec une très grande originalité, des thèmes intéressants comme l'écologie ou les extrémistes. Si vous aimez ce genre de roman, je vous conseille alors de lire sans plus attendre Le Dernier Hiver du même auteur qu'Un monde pour Clara, 2 romans incroyables de Jean-Luc Marcastel. Maintenant, il est temps de me passer la parole depuis le Salon du Livre où Jean-Luc Marcastel nous parle de son roman. Je suis sur le stand Black Moon avec Jean-Luc Marcastel. Comment présenteriez-vous le monde de Clara à de futurs lecteurs ? Alors, je présenterai le monde de Clara à mes futurs lecteurs comme un livre sur une réflexion, entre autres, sur ce que peut devenir notre société, notre monde, quand les meilleures idées, tombent dans les mauvaises mains et donc vont être utilisées à des fins personnelles et détournées peut-être pour créer finalement quelque chose d'assez affreux, une dictature. Voilà. Dans un futur proche où, après une catastrophe nucléaire, on a une montée d'un parti écologiste extrémiste et l'héroïne de ce livre, dont la sœur est morte à cause d'un cancer causé par cette catastrophe nucléaire, va à la suite d'un de ses amis s'engager dans ce mouvement. Et un jour, lors d'une manifestation, elle va être blessée, elle va tomber dans le coma et ne se réveiller que 10 ans plus tard. Et tout a changé. Elle va apprendre que le moment donné où elle a été blessée, eh bien, est le point de départ d'une révolution, que le parti auquel elle appartenait a pris le pouvoir et a créé un monde vert, un monde écologique parfait. Paris est devenu la ville écologique parfaite. Et on va lui dire, tu es devenu l'icône, un petit peu la martyre de cette révolution, on a besoin de toi pour convaincre les gens qui commencent des fois un peu à douter, parce que des fois c'est pas forcément facile. Et on va l'amener dans toutes les grandes villes de France lors de cérémonies, jusqu'au jour où l'hélicoptère qui la transporte va s'écraser dans un petit village de France. Et là, tout à coup, perdue en plein milieu de nulle part, elle va peut-être découvrir l'envers du décor, se rendre compte justement que on a arrêté des centrales nucléaires, mais des gens sont en train de mourir de froid. On a dit il y a trop d'humains sur Terre, il faut limiter les naissances. Mais qui va choisir qui aura le droit d'avoir des enfants? Selon quels critères? L'intelligence, la richesse, la race. Les livres, par exemple, sont très polluants à produire, donc on ne va pas pouvoir produire tous les livres. Il va falloir avoir un comité qui va choisir les bons et les mauvais livres. Mais si on laisse ce genre de pouvoir dans les mains de quelqu'un, est-ce qu'il n'y a pas le risque que certains en abusent? Voilà. Donc c'est une réflexion aussi sur la dictature et comment les pires des dictatures se présentent toujours au départ sous des regards, des visages souriants. Voilà. Et parviennent au pouvoir en monopolisant des idées qui au départ auraient pu être et auraient dû être des bonnes idées. Après le dernier hiver, le thème de l'écologie semble être un élément important de vos livres. Est-ce un sujet qui vous tient à cœur? C'est un sujet qui me tient à cœur, mais ce qui me tient à cœur surtout, c'est de savoir pourquoi on fait de l'écologie. C'est-à-dire, est-ce qu'on le fait comme là, par exemple, dans cette église, en fait, une église de Gaïa, c'est-à-dire que la terre est plus importante que les hommes. Je pense que moi, si c'est important, c'est avant tout pour les hommes. Je pense que, voilà, il faut savoir pourquoi et comment. La terre, je pense que c'est, entre guillemets, c'est un mot qui est fort, mais notre jardin, qu'il faut qu'on le préserve, entre autres pour nos enfants, mais qu'il ne faut pas en oublier l'homme. Pour moi, la nature ne doit pas passer avant l'homme. Quand j'entends des gens qui me disent, voilà, la terre serait mieux sans les hommes, moi, ça me fait frémir un peu. Voilà. Mais autrement, oui, l'écologie, pour moi, c'est important. Je ne vois pas comment on peut ne pas considérer ça comme important. Je pense que ça passe, entre autres, tous les jours par des petits gestes tout simples. Trier ses déchets, ne pas laisser la lumière allumée quand on n'en a pas besoin. Voilà. Je pense déjà, c'est ça. Avant d'avoir des grandes idées comme de dire il faut limiter les naissances, d'abord balayer un peu devant sa porte et faire des gestes tout simples chez soi. Voilà. Vous parlez aussi des extrémistes, cette fois écologistes, qui arrivent au pouvoir. Est-ce un sujet d'inquiétude ou de mise en garde sur cette montée dans nos sociétés? C'est une mise en garde justement sur... c'est un livre essentiellement, avant même d'être sur l'écologie, je pense que c'est un livre sur la dictature. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a l'impression qu'on connaît la dictature, on a l'impression qu'on la verra arriver de loin. On a l'impression, en fait, maintenant, depuis qu'on regarde des films depuis très très longtemps, on a l'impression que de toute façon, la dictature, elle est toujours en habit noir, dans les rouges, etc.
Alors que je pense que voilà, s'il y a une nouvelle dictature qui arrive, on ne la verra pas forcément venir. Qu'il faut être vigilant au genre de discours. C'est le discours qui est inquiétant. C'est de dire par exemple, voilà, la terre sera mieux sans les hommes, ou il faut limiter les naissances, il faut choisir qui aura le droit de... Là, il faut que les alarmes s'allument quelque part. On dit, oula, attention, est-ce qu'il n'y a pas risque de dérive là quand même? Voilà. Vous n'hésitez pas à tuer des personnages importants dans vos romans, ce qui est généralement assez rare. Selon vous, qu'est-ce que cela apporte à vos romans? De l'émotion, mais c'est pas simplement pour l'émotion que je le fais, c'est quand il y a des personnages qui meurent, généralement, c'est que c'est la conclusion logique à leur histoire. Alors je peux pas parler difficilement des romans avec qui meurent, parce qu'autrement, pour les gens qui les ont pas lus, ça sera pas marrant. Mais dans chacun de mes romans, s'il y a un personnage qui meurt, pour moi, quelque part, c'est une fin logique à son histoire, mais la mort, malheureusement, fait partie de la vie, et le deuil aussi. Et dans Clara, entre autres, tout le chemin de l'héroïne est de faire son deuil, entre autres, de sa sœur. Là, j'en dévoile pas trop de l'histoire, puisqu'on sait dès le début. On sait dès le début que Diane, l'héroïne du livre, sa sœur Clara est morte d'un cancer. Tout le problème de Diane, entre autres, c'est qu'elle n'a jamais réussi à faire le deuil de cette sœur. Voilà. Et qu'elle va devoir apprendre à faire la paix avec ses fantômes pour pouvoir avancer. Il faut regarder vers le futur et non pas vers le passé pour avancer. C'est pas forcément un chemin facile à faire. Ouais. À la fin de votre roman, on découvre un fin avec un point d'interrogation. Y a-t-il une suite en cours de préparation? Sinon, comment doit-on le comprendre? Alors pour l'instant non, il n'y a pas de suite en préparation. Moi, au départ, j'en voyais pas. Pour moi, fin avec un point d'interrogation, parce que c'est pas la fin, c'est le début de la vie de Diane. Enfin, pour moi, à la fin de cette histoire, elle va pouvoir vraiment commencer sa vie. Elle va pouvoir avancer dans la vie. Maintenant, effectivement, tous les éléments sont en place et on pourrait faire une suite. Par contre, je le dis, et je l'ai déjà dit à des lecteurs, pas avec ce personnage. Ce personnage-là a fait son chemin. Pour moi, ça y est, maintenant, elle a assez souffert, elle a assez vécu, enfin, elle a traversé des épreuves. Il est temps de la laisser vivre sa vie. Alors, peut-être qu'on pourrait la retrouver éventuellement dans une autre suite où on suivrait un autre personnage. Après tout, il y a d'autres personnages qui sont dans le récit, qu'on perd de vue à un moment donné, et qui pourraient faire l'effet d'une autre histoire. Mais voilà, pour Diane, j'ai pas envie de la reprendre. Voilà, maintenant qu'elle est, je ne peux pas dire ce qui se passe, mais après ce qu'elle a fait, ce qu'elle a vécu, il me semble qu'elle a droit à un peu de repos. Ou de vivre sa vie. Avez-vous un livre en cours d'écriture? Oui, j'ai un livre en cours d'écriture, j'ai une trilogie à paraître aux éditions J'ai lu l'année prochaine qui va s'appeler Les Enfants d'Erebus. Ambiance, Indiana Jones, matinée d'un peu de fantastique à la Lovecraft avec une héroïne. J'ai un projet qui s'appelle Le Simulacre qui devrait, j'espère, paraître l'année prochaine aussi. Là avec un personnage fort célèbre, je reprends à mon compte un personnage fort célèbre qui s'appelle Charles de Batz-Castelmore, mieux connu sous le nom de D'Artagnan, dans un XVIIIe siècle alternatif, un peu fantastique, voilà. Et quelque chose, on va dire, pour le placer entre George Lucas et Alexandre Dumas. Et donc ceci aussi devrait sortir le premier l'année prochaine, je ne sais pas encore quand, soit peut-être en mai, j'aimerais bien, ou alors en fin d'année. Voilà. Et d'autres projets en cours dans mes deux as. Voilà. Êtes-vous content d'être présent au Salon du Livre et de rencontrer vos lecteurs? Oui, énormément, j'adore rencontrer mes lecteurs. Être écrivain, c'est quand même une activité qui est une activité essentiellement solitaire. Et ce qui est très agréable, c'est de venir dans les salons et de rencontrer les lecteurs, de pouvoir échanger avec eux, de discuter, de savoir ce qu'ils ont aimé ou pas aimé dans les livres. Bon, la plupart du temps, quand ils viennent, je ne vous cache pas que généralement c'est qu'ils ont aimé, donc c'est plutôt agréable. Mais par contre, on peut savoir quel personnage leur a le plus plu, celui où ils ont été émus ou pas. Voilà. Et c'est retrouver des lecteurs qu'on a eus sur d'autres livres qui reviennent, qui nous parlent. Voilà. Je pense que pour un auteur, il n'y a pas de meilleur salaire que celui-là. Voilà. Nous finissons cette émission avec une petite lecture pour vous mettre l'eau à la bouche. À toi, Amandine. Le passage que j'ai choisi de vous lire se déroule après le réveil de Diane quand Léo lui fait découvrir Paris métamorphosé. Il l'entraîna à sa suite, avalant les maîtres à grande cisalée, dans son désir de lui faire découvrir au plus vite cette cité qu'ils avaient rêvé tous deux et dont lui et d'autres avaient fait une réalité. Il faut que tu comprennes, Diane, que nous avons dû tout réinventer. Et puis, il fallait un symbole fort pour montrer à tous notre volonté de changement. Et quel meilleur symbole que Paris? Paris, la grande pollueuse. Il fallait que nous en fassions une cité modèle, le symbole de toutes les villes et du monde que nous voulions créer. Il s'enflammait. Lui désignait du doigt tel ou tel bâtiment et Diane s'émerveillait de leur forme s'inspirant des matériaux naturels quand ces derniers n'entraient pas directement dans leur composition.
immeubles entièrement recouverts de bois, bruts parfois, ou de murs végétaux. Elle avait déjà remarqué les primeurs dont les étals offraient aux promeneurs les formes et les couleurs de fruits et légumes, tous plus alléchants les uns que les autres. Le rouge des tomates éclatait au milieu du jaune ou brun luisant des prunes et du blanc grumeleux des choux-fleurs. S'approchant de l'une des devantures, elle demanda à Léo, alors qu'un superbe potimarron retenait son attention et attirait sa main. « C'est au moins le 5e primeur que je vois depuis tout à l'heure. C'est normal, il y en a un par résidence. Il y a des jardins et des potagers sur tous les toits. » « Des potagers sur les toits ? » Oui, sur chaque immeuble. Néolutetia est un lieu de production agricole. Chaque habitation produit ses fruits et légumes, consomme ce dont elle a besoin et vend le superflu. Il ajouta comme une évidence, tous bio évidemment, aucun engrais ni pesticide n'est autorisé. Comme vous l'avez compris, à partir de la semaine prochaine, nous serons en reportage au Salon du Livre de Montreuil. Vous pourrez donc découvrir de nombreux reportages et un grand nombre d'interviews. Vivement la semaine prochaine. Allez, à plus!